Écoutez cette histoire. Écoutez cette histoire. 23 août de l'an de grâce 2180, 5h35, bureau de Joseph Gobelin. Mon cher petit carnet, beaucoup de gens pensent à Paris en fantaisie que le numéro 2 du régime que je suis est une belle enflure. N'essaye pas de me convaincre du contraire, toi-même tu sais. Mais tous ces imbéciles ont-ils seulement conscience du quart des choses que je réalise pour notre belle cité-État? Imaginent-ils les opérations extérieures que je mène pour la protéger du monde et d'elle-même? Non, suis-je bête? Ils croient que nul ne peut sortir de la ville. Mais toi, tu sais tout cela, mon petit carnet, car je te l'écris. Toi, tu sais qu'on ne fait pas d'omelette sans crever des yeux. Toi, tu sais bien que je ne suis pas une belle enflure, juste une grosse crevure. Comment pourra-t-on qualifier un jour nos échanges d'épistolaires ou simplement de solaires? Quoi qu'il en soit, ils vont me faire le plus grand bien. Je vais pouvoir coucher toutes les choses qui me passent par la tête, toutes mes coucheries, toutes mes magouilles et même tous mes moments de faiblesse. Car ce n'est pas tous les jours facile d'être le numéro 2 d'un régime totalitaire, tu sais. Non, on ne fait pas tout ce qu'on veut, loin de là. Il faut toujours être hypocrite, toujours avoir l'air d'être fort, faire semblant d'avoir réponse à tout. Je n'ai pas d'autre ami comme toi. Non, 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 pas d'autre ami. À qui d'autre pourrais-je me confier? Tu es mon journal intime, mon jardin secret dans lequel j'enterre quelques cadavres. J'espère juste que personne ne lira un jour nos petits échanges, ni ne déterrera mes cadavres. En fait, je l'espère secrètement, mais quand je serai une légende, en tant que gobelin de Paris en fantaisie, je suis déjà, de toute façon, un être légendaire, comme tous les non-humains. Quant à mes échanges avec mon Luger P08, s'ils ne sont pas épistolaires, ils restent néanmoins très pistolés. Mais je brûle les étapes. Je réchappe à peine de mes dernières péripéties que je viens les consigner à chaud, à l'encre de mon propre sang encore frais. À moins que ce soit celui de quelqu'un d'autre. J'ai une excellente mémoire, mais sélective, comme disait... je ne sais plus qui. Bref, je vais écrire tout ça sur les pages lignées de ton beau papier couleur ivoire. Ce dernier terme te sied mieux que couleur dents de vampire troglodytique jaunie, n'est-il pas? Je ne veux omettre aucun détail malgré ma fatigue, car moi-même je ne suis plus très frais à cette heure tardive, et je me fais un sang d'encre d'oublier de coucher un détail avant de me pieuter. J'espère que tu vas te délecter de mon sang autant que de celui des nombreuses victimes de cette délicieuse histoire. Je sais que tu vas boire mes mots comme un vampire en soif d'aventure. Mais n'absorbe pas trop l'encre, s'il te plaît. Tu es déjà assez buvard comme ça. Revenons en arrière. J'avais enfin trouvé une nouvelle piste concernant le Saint-Crâne. Je sais que tu as un peu oublié ce que raconte cette version alternative de la légende du Graal, mon petit carnet. Je te connais. Ta mémoire est volatile, comme de l'encre sympathique. C'est pour ça que je te le rappelle. Et celle-ci me menait en Normandie sur les traces de Marie Harel. Oui, parfaitement, l'inventrice du camembert. Et tu vas comprendre pourquoi. En réalité, il existait précédemment une sorte de camembert dans le pays de Camembert. Il s'agissait déjà d'un fromage au lait cru moulé à la louche, mais à pâte molle comme un troll des égouts. Tout le mérite de Marie Harel, c'était d'avoir une croûte solide et fleurie qui sentait bon. Ah non,
pas la fille, son camembert. Marie Harel est née le 28 avril 1761 à Croûte. Ça ne s'invente pas, mais vraiment pas. Son nom de jeune fille était Marie-Catherine Fontaine. Et non, ça n'avait rien à voir avec une certaine caractéristique féminine. Elle s'est mariée à Jacques Harel, laboureur dans le pays de Camembert. Et non, ce dernier ne s'est pas dit « Tiens, étant donné que j'ai le métier dans le sang, j'aimerais bien voir si la Marie, elle porte bien son nom. » La jeune mariée s'installa chez son époux en 1785 et changea de nom du coup. Pour le reste, cela ne nous regarde pas. Et pendant que celui-ci labourait, en un mot, cette dernière travaillait au manoir Beaumoncel. Je voulais faire une rime avec Pucelle, mais ça marchait pas. Et c'est là que les légendes du Camembert et du Saint-Crâne se croisèrent. Si. Plus exactement, le rapprochement eut lieu dans les années 1790, en pleine Révolution française. Soit quand Philibert Asper descendit dans les catacombes de Paris pour y rencontrer un moine chartreux dans le but que ce dernier lui délivrât la formule de l'élixir de vie éternelle, avant que celle-ci ne tombe entre les mains des sans-culottes. Car qui disait « main et sans-culottes » disait « jeu de vilain » pour un ecclésiastique. Or, à peu près au même moment, le châtelain du manoir de Beaumoncel cachait justement un prêtre défroqué aux sans-culottes. Un prêtre réfractaire à la Révolution. Désolé, c'est la fatigue. Quoi qu'il en soit, ce clerc n'était pas très clair. D'après moi, le bon abbé Bonvouste cachait quelque chose d'énorme sous sa soutane. Et parce que tu crois, non, pour moi, il s'agissait d'une formule secrète qu'il ne voulait pas donner au châtelain, car ce dernier pouvait révéler ce qu'il savait sous la menace de se retrouver la tête au bout d'une pique. Et bien lui en prit au cureton, car ce fut exactement ce qui se passa. Les révolutionnaires ont débarqué à Beaumoncel, ont torturé et tué le châtelain, pendu le curé, violé les pucelles, ainsi que quelques chèvres, mais ils n'ont pas touché à Marie Harel à cause de ses croûtes. De fromage, bien sûr. Heureusement, l'abbé Bonvouste avait eu la bonne idée de révéler sa formule secrète à la laitière, juste avant de se faire pendre par la troisième jambe. En effet, ces deux-là avaient en commun plus d'affinité qu'il n'y paraissait. Car si Marie Harel venait de Croûte, Bonvouste venait de la Brie. Et la Brie compte, Robert. Tu permets que je t'appelle Robert juste pour cette petite vanne. Quant à cette laitière qui moulait ses fromages au lait cru, elle était moins cruche qu'on ne l'aurait cru. Dès qu'elle vit la recette, elle eut l'idée de la fondre dans celle du camembert à pâte molle qu'elle fabriquait alors, comme tout le monde, dans le coin. En résultat, cet étrange camembert à croûte fleurie. Et c'est ce qui la sauva, car les révolutionnaires furent révulsés par ce fromage à croûte moisie, et par extension par celle qui le fabriquait. Ou, quand la révolution s'arrête, là où commence le frometon. Je lis dans tes pensées, mon petit carnet. Toi, tu crois que l'abbé lui avait tout simplement donné la recette d'un camembert à croûte solide qui allait révolutionner le monde du fromage au lait cru moulé à la louche. C'est en effet la légende officielle. Mais je te croyais plus malin que ça. Ne vois-tu pas que toute cette histoire de camembert moulé est louche? En effet, d'après moi, et j'ai toujours d'excellentes intuitions, hormis quand je me trompe, une histoire pareille ne pouvait qu'avoir un lien avec celle du Saint-Crâne. Toi-même, tu sais, il existait jadis 2 versions de chartreuse liées à ce Graal spécial. Une boisson à 56 degrés d'alcool à base de plantes médicinales, qui se faisait appeler élixir de longue vie, pour séduire l'alcoolique anonyme à l'espérance de vie réduite. Et une véritable potion d'éternité destinée à la caste supérieure, pour que ses membres mènent enfin une existence aussi longue que leurs bras. Eh bien, toujours d'après moi, il existait aussi 2 sortes de camembert.
D'abord, un camembert qui pue à croûte pourrie, fait pour le bon prolétaire qui pue à croûte pourrie, et aussi un camembert qui fleure bon l'éternité pour des gens parfumés et raffinés comme Bibi. Au final, on avait là une formule secrète pour 4 recettes transmises à peu près au même moment à 2 endroits différents afin d'échapper à des gens assez culottés pour la donner au bas peuple. Et comme on n'avait toujours pas retrouvé la version pochetron, je comptais bien mettre croûte la main sur la version fronton. Vous venez d'écouter Le Carnet de Brett Nefaeus, prologue de son roman Les Expendables de Paris en Fantaisie. Narration Serge Cazenave, sound design Meryl M, réalisation Mehdi Marion. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si le style de cet auteur vous plaît, vous trouverez les liens vers son univers, son actualité et ses livres dans la description de cet épisode. Si ce podcast vous a fait du bien, vous pouvez nous soutenir et découvrir d'autres nouvelles d'auteurs francophones. Abonnez-vous, offrez-nous des étoiles sur Apple Podcast, commentez et n'oubliez pas que les meilleures histoires se partagent. Merci beaucoup, à très bientôt.